Les experts de l'IMO, le débat. Et on reste dans ce monde magique du crédit immobilier. À mes côtés, Sophie Autongue, directrice générale adjointe de Finance Conseil. Bonjour Sophie. Bonjour Marie. Et également Ludovic Usieux, cofondateur d'Artémis Courtage. Bonjour Ludovic. Bonjour Marie. Bon, vous êtes tous les deux sur le plateau. On a parlé d'un cas spécifique. Maintenant, on va essayer d'élargir un tout petit peu le débat et puis faire le topo-to de la semaine qu'on fait traditionnellement avec nos amis journalistes le vendredi, qu'on fera demain, vous inquiétez pas aussi. On va essayer de le faire et de prendre le temps de le faire. Alors, je ne sais pas lequel de vous deux souhaite commencer, mais déjà, si on pouvait me dresser le crédit aujourd'hui, c'est quoi le taux d'intérêt moyen? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce qu'on est bien? Bien, je commence. Battez-vous. Alors, Sophie. Ça marche bien, on a des taux qui sont stables tout au long de l'année, même s'il y a eu des petites hausses de l'OAT où on était assez attentif sur les grilles des partenaires bancaires. Néanmoins, ils ont accompagné les emprunteurs tout au long de l'année. Aujourd'hui, on est sur 20 ans environ à 3,25. On emprunte sur 15 ans entre 3 et 3,15, sur 20 ans entre 3,15 et 3,25 et puis sur 25 ans entre 3,25 et 3,35. Donc des taux qui sont stables et qui vont le rester jusqu'à la fin de l'année. On en est très heureux, on surveille de près l'OAT. Alors l'OAT, on rappelle, c'est la dette de l'État français. En l'occurrence, nous on regarde l'OAT 10 ans, donc la dette de l'État français à 10 ans, que regardent évidemment les banques, on l'a beaucoup dit, pour déterminer nos tarifs dans nos crédits immobiliers. Ludovic, on avait quand même pas mal dit. Là, l'OAT, justement, elle a eu des petits coups de chaud, on va pas se mentir, et c'est peut-être un euphémisme. Alors, ça s'est calmé. Assez curieusement d'ailleurs, compte tenu de nos incertitudes politico-budgétaires qui perdurent, mais bon, ça s'est calmé. Est-ce que c'est à dire que finalement, ce qu'on redoutait sur nos taux de crédits immobiliers, ça n'arrivera pas? Non, c'est pas ce qu'on dit. On dit juste que on vit dans une période d'instabilité chronique et que les marchés sont aussi habitués à cela. Il s'est quand même passé pas mal de choses depuis quelques années en dehors du contexte national. Ça rajoute évidemment un peu à la nervosité des marchés obligataires, cette instabilité politique et notamment budgétaire, d'avoir une loi de sécurité sociale qui tarde, d'avoir une loi de finances qui tarde. Ça aura d'autres conséquences sur l'immobilier, on en parlera peut-être. En réalité, il y a un peu de nervosité au moment où on a un petit doute sur la composition ou la durée de vie d'un gouvernement, et puis après ça redescend. On est sur des niveaux qui sont relativement stables, 3,50. C'est des niveaux qui ont un petit peu augmenté depuis la fin du printemps, du début de l'été. En réalité, ça a eu peu de conséquences sur les taux de crédit immobilier qui sont effectivement stables depuis le printemps, et on n'a pas réellement de grande peur pour la fin de l'année. Ça devrait globalement bien se passer. Et on n'est même pas à l'abri de bonnes nouvelles pour démarrer l'année 2026 niveau taux de crédit immobilier. Et j'espère bien, parce que je le disais dans mon rappel de titre, mais on a quand même des chiffres qui montrent quoi? Qui montrent que sur l'immobilier ancien, en tout cas, on a un vrai début de retour de hausse de prix. Effectivement, on a vu que le marché était reparti, plus de 920 000 ventes sur un an. C'est quand même assez inespéré compte tenu des dernières années qu'on a passées. Est-ce que justement, là, c'est pas entre guillemets, alors après c'est toujours la question de la poule ou l'œuf, je le répète beaucoup en ce moment, mais est-ce que c'est la baisse des taux qui a recréé du dynamisme, qui lui-même recrée une hausse des prix, et finalement, cette hausse des prix qui pourrait nous permettre de contenir une éventuelle hausse de taux? Enfin, je ne sais pas comment vous percevez l'avenir sur nos conditions d'accès au crédit, compte tenu du dynamisme retrouvé sur le marché de l'immobilier. Moi, je pense que c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, cette petite hausse des prix. Alors, elle est contenue. Ouais, elle est contenue. Et puis, elle est même pas très homogène en réalité. C'est surtout dans les grandes villes, et celle qui avait perdu le plus, Paris en premier lieu. Là où c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, c'est qu'il y avait aussi un peu d'attentisme de la part de certains propriétaires que t'es pas spécialement très engagé ou optimiste à l'idée de devoir emprunter à 3,35 quand ils avaient un crédit à 0,85 dans un marché baissier où ils allaient potentiellement encaisser une moins-value. Pour cette raison, je pense que c'est pas une mauvaise nouvelle effectivement, et que ça va peut-être continuer à mettre de la liquidité dans le marché de l'ancien. Le marché du neuf, si on en parle 2 petites secondes, on va en parler. Oui. 10 000 réservations au 3e trimestre, c'est des chiffres qui sont catastrophiques. Le problème, c'est qu'on s'habitue à la catastrophe, on répète ce discours à peu près tous les mois ou à chaque passage. Ça n'a pas l'air de faire bouger grand-chose, mais en réalité, la production de logements neufs, elle est ridicule, c'est des cycles longs.
on a au minimum 2 ou 3 ans devant nous qui vont être catastrophiques sur le seuil de la promotion immobilière. Et heureusement qu'il y a des chiffres qui sont en hausse et à peu près contenus sur le marché de la transaction ancienne. Sinon, on pourrait presque penser qu'on est dans une crise du logement. On pourrait presque le penser, ouais, presque, Ludovic. Sophie, vous en faites encore des crédits pour l'achat de logements neufs ou effectivement ça s'est réduit à peu de chagrin ? Effectivement, on accompagne très peu aujourd'hui l'investissement locatif. Dans nos données, on a une baisse de 2%. On est passé de 12 à 10%. 10%, c'est vraiment ridicule quand on a 53% par ailleurs de primo-accédants. Ouais. Donc effectivement, ce qui soutient le marché aujourd'hui, c'est l'ancien. On est passé de 775 000 transactions à plus de 900. Là, la projection, c'est entre 900 et 920. Pour autant, sur le neuf, bon an, mal an, on a fini l'année dernière à 65 000 sur les maisons individuelles et la promotion immobilière. Et on va peut-être gagner 5 000, 10 000 et pas plus. Et pour les projections l'année prochaine, eh bien, on n'envisage pas beaucoup plus, malheureusement. Donc, on est très loin des belles années où, effectivement, le neuf était présent. Et c'est assez désespérant parce que, pour le coup, vous, en tant que courtier, quand vous arrivez avec un dossier d'acheteur de logement neuf, j'imagine que le banquier, il est content pour le coup. Alors, il y a le prêt à taux zéro, on en a beaucoup parlé, mais pas que. Il y a aussi le fait que ce soit des logements performants. Enfin, voilà, il y a quand même... C'est ça qui est terrible, c'est le problème, c'est celui de l'offre, pas forcément de la demande aujourd'hui à ce stade. Ah mais nous, on finance tout type de projet et aujourd'hui tout type d'emprunteur. Et à plus forte raison quand c'est du neuf. Effectivement, c'est pas un problème de sous-jacent de financement immobilier. En réalité, les banques sont ravies de pouvoir financer du logement neuf qui est bien aidé par les PTZ, par des dispositifs dans maintenant quasiment toutes les banques où on a des taux bonifiés, des enveloppes prévues à taux préférentiel quand vous présentez un logement neuf vertueux, avec évidemment une étiquette énergétique qui est A et qui emmènera le logement dans de belles années avec des consommations qui seront plus basses pour tout ce qui est énergie. Ça a vraiment la faveur des banques. Le problème, c'est que on présente très peu de dossiers parce qu'en réalité, il y a très peu de liquidités sur le marché de l'immobilier. Bah oui, mais c'est ça. Mais alors du coup, ça me permet de rebondir. Donc on a abordé le sujet du logement neuf, mais bon, ça va être le problème aussi de la promotion immobilière, des soutiens publics aussi à la promotion immobilière. On en reparlera. Mais sur ces taux préférentiels, sur l'attitude des banques, on a parlé des taux. Maintenant, effectivement, il y a un vrai sujet sur comment je suis reçue par mon banquier en ce moment. Est-ce que véritablement les banques, au-delà des taux préférentiels, taux bonifiés, machin, si j'achète du logement ancien, par exemple, parce qu'il y a que ça à vendre en ce moment, ou très peu de neuf, bref, comment va me recevoir la banque? Dans quelle mesure elle va être accueillante ou pas? Alors, ce qu'on a pu constater, c'est que les conditions d'octroi se sont nettement améliorées entre 2024 et à aujourd'hui, puisqu'on a un montant de crédit total qui a augmenté pour un profil, tout profil confondu, et un apport qui a baissé. Donc, moi, je regarde toujours le poids de l'apport dans le montant du crédit. On est passé de 32,5% à 28%. Donc là, on voit bien que les conditions se sont améliorées. Et là où ils se sont vraiment améliorés, c'est pour les primo-accédants, effectivement, où on a des apports sur certaines régions qui sont de l'ordre de 14 000 €, si je prends les Hauts-de-France ou la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est vraiment très très bas, parce qu'on était quand même monté à des niveaux stratosphériques. À des 45 000 € 2022-2023. Donc les conditions sont vraiment très très favorables. Les banquiers sont présents à nos côtés pour accompagner les emprunteurs, avec, comme vous l'avez dit, des prêts bonifiés. Donc les conditions sont excellentes aujourd'hui. Ils sont très bien accueillis et on est là pour les accompagner au quotidien pour effectivement que leur dossier soit présenté de la meilleure manière possible. Sauf que ça n'a échappé à personne, Ludovic, nous sommes en fin d'année et que comment sera l'année prochaine, c'est toujours la question. C'est-à-dire, là, ça y est, les banques, elles ont plus ou moins fini leur production de 2025, on est d'accord ? Complètement terminé, on est mi-novembre, la durée de vie d'un dossier 3 mois, donc effectivement on commence déjà à compter pour l'année 2026, prochaine. Absolument. Oui. Donc 2026, compte tenu de ce que vous constatez tous les deux au quotidien, vous le sentez comment? Est-ce que les banques seront toujours aussi offensives, aussi généreuses qu'elles l'ont été en 2025? En dépit de 3 échos pas forcément très positifs, en réalité, on joue pleinement notre rôle de facilitateur de marché. C'est quoi les 2-3 échos pas très positifs? Que le marché en 2026 serait un peu contrit, qu'il y aurait des dispositifs qui disparaîtraient, que le PTZ arriverait avec du retard
ça risque d'arriver. Non, mais et que les taux augmenteraient. Enfin, il y a pas mal de l'incertitude du contexte, la géopolitique, les élections. Bref. Au bout d'un moment, on fait plus rien. C'est pour ça que le marché est relativement résilient. Nous, on a construit un budget chez Artémis Courtage pour 2026. On a construit un budget en hausse. Ça veut dire qu'on a effectivement pris comme hypothèse pour 2026 que le nombre de transactions allait augmenter et que le volume de crédit négocié en 2026 allait lui aussi augmenter. Aujourd'hui, on est en moyenne à 15 milliards négociés national par mois. C'est nos hypothèses de marché sur une année complète en 2026. Donc, pour moi, toutes les banques aujourd'hui sont à la table du crédit, sans exception. Tout le monde finance, tout le monde a de l'appétit pour tout type de dossier, tout type de projet et tout type d'emprunteur. Il faut signaler, Sophie l'a fait remarquer, il faut signaler quand même que c'est 2025, la grande année du retour des primo-accédants, ce qui donne quand même de la force au marché et de l'intensité. C'est aussi pour ça qu'on est à 920 000 transactions sur l'année glissante. C'est le moteur. C'est que 2024, 29% chez Artémis, 29% de primo-accédants. Et là, à la fin de l'année 2025, on sera plus proche des 45%. Il faut remercier les banques. Une fois n'est pas coutume. Ça n'a pas été le grand amour entre 22 et 24, mais là en 2025, force est de constater en réalité que les prêts bonifiés qui étaient à destination des primo-accédants, qu'ils achètent dans le neuf ou dans l'ancien, c'est-à-dire que les prêts bonifiés, ils étaient pour tous les primo-accédants, quasiment dans toutes les banques. Ça a donné les primo-accédants jeunes souvent quand même. Oui, jeunes, avec effectivement selon les banques. Avec des limites d'âge. C'est pas bien parce qu'il n'y a pas d'âge pour devenir primo-accédant, j'y crois encore. Vous avez raison et certaines banques ne font pas le distinguo, mais en réalité, ça a donné un bon coup de fouet et moi je pense qu'on a beaucoup d'élan pour 2026 et j'ai pas de raison de penser aujourd'hui que l'année 2026 sera mauvaise. Je pense même que ce sera une bonne année. Meilleure année que 2025 ? C'est parti pour, très sincèrement. Sophie, même avis ? On est un petit peu plus prudent de notre côté, on pense. Non, mais sincèrement, là, on va finir à peu près à 150 milliards de nouveaux crédits distribués sur l'année versus 118. On se dit qu'à minima, on finira sur les mêmes ratios avec le même nombre de transactions. On pense que les taux vont rester stables. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça permet d'accompagner les volumes de crédit. Donc, on est un peu plus prudent, mais on se dit qu'effectivement, ça sera au moins une aussi belle année que 2025. Alors, vous êtes prudents, mais quand même relativement optimistes tous les deux. On a beaucoup parlé de la primo-accession. Sophie a abordé rapidement le sujet des investisseurs. C'est ça le gros sujet. On a un débat budgétaire qui était censé nous permettre d'obtenir un statut du bailleur privé. On a essayé cette semaine de le décrypter tel qu'il a été voté par les députés. Il reste à débattre au Sénat quand même, et on l'espère bien, parce que là, en l'occurrence, ça va accoucher d'une mini-souris, un souriceau, quoi. C'est-à-dire que là, nos analyses de marché prouvent qu'en fait, ce statut du bailleur privé, il serait plus défavorable que pas de statut du tout. Donc aujourd'hui, ça en est où l'investissement locatif ? On a beaucoup parlé des règles du Haut Conseil pour la stabilité financière. Voilà. Est-ce que aujourd'hui, les banques, elles, essayent de choyer un petit peu ces investisseurs dont on manque cruellement ? Alors, en tout cas, nous, en tant que courtier, on essaye d'agir auprès du Haut Conseil de la stabilité financière pour faire un peu bouger les lignes, parce qu'effectivement, ces normes ne sont pas adaptées. On aimerait qu'il y ait d'avoir des normes flexibles, adaptées au cycle économique. Et donc, on n'est pas contre, évidemment, une approche prudentielle, mais pour autant, ces règles HCSF ne sont pas du tout adaptées. Par exemple, on ne prend absolument pas en compte le reste à vivre. Il y a aussi les revenus générés qui ne sont pas pris en compte dans le calcul de la solvabilité de l'emprunteur. Et tout ça sont des freins. Donc, on a des leviers qui ne coûtent rien, tout simplement, et pour autant, on ne les actionne pas. Donc ça, c'est un petit peu ce qui nous chagrine côté courtier. Et nos partenaires bancaires sont prêts à accompagner. Il y a une poche dérogatoire, mais ils ne sont pas prioritaires, malheureusement, puisque ce sont les primo-accédants. Et c'est là où le pilotage est un peu compliqué. Ouais, c'est ça. Le statut, effectivement, du bailleur privé, on sait très bien qu'il ne va pas se passer grand-chose. Pour l'instant, mais on n'a pas perdu espoir. Les emprunteurs, mais pour autant, on essaye de faire bouger les lignes, nous, de notre côté. À votre niveau. Exactement. En réalité, il n'y a qu'un seul obstacle, mais il est de taille. C'est les normes HCSF. C'est les 35% d'endettement. Exactement. Voilà, les 35% d'endettement qui viennent obérer la capacité d'emprunt pour un investisseur locatif.
Et je ne parle pas d'un multi-investisseur, c'est quelqu'un qui est propriétaire de sa résidence principale et qui veut acheter un studio en 2 pièces pour préparer sa retraite ou pour loger ses enfants pendant les études. Et en réalité, c'est très compliqué parce que dépasser 35% quand on est déjà endetté à 25, 28, 30 sur sa résidence principale, ça arrive très vite et ça exclut de fait beaucoup d'emprunteurs. Il y a des leviers qu'on n'actionne pas et qui sont effectivement quasi naturels, qu'on a actionnés pendant quelques dizaines d'années, c'est du bon sens, et qu'on ne regarde pas. La poche dérogatoire d'ailleurs, HCSF n'est pas atteinte. C'est un marché, Oui, parce qu'on rappelle que les banques peuvent déroger aux règles du Haut Conseil pour la stabilité financière dans... Alors c'est 20% des cas, mais la poche qui est réservée aux investisseurs, c'est 20% de 20%. Donc donc c'est encore plus petit. Plutôt 4%. Mais du coup, vous en avez beaucoup, parce que en fait, le sujet, c'est est-ce qu'ils sont quand même là, ils tentent d'investir, nos propriétaires, futurs potentiels propriétaires bailleurs, vous en avez beaucoup qui arrivent et qui se voient refuser leur crédit? En réalité, c'est un marché de confiance et la petite musique, la petite sourdine, la petite musique douce qui apparaît ou en tout cas qui est transposée aussi un peu dans les médias dont c'est le rôle, fait que des présentations de dossiers, on n'en a pas beaucoup et qu'en réalité, il y a aussi un petit phénomène d'autocensure sur le sujet parce qu'à force d'entendre que c'est compliqué de financer un bien d'investissement locatif ou qu'il faut mettre de l'apport, ce qu'on n'a pas forcément envie de faire, les dossiers sont moins présentés. Nous, pour vous donner des chiffres, jusqu'à 2020-2021, une production dans nos volumes de crédit négociés, on avait à peu près 20% d'enveloppe qui était destinée à financer de l'investissement locatif. Cette année, en 2025, c'est pas tout à fait terminé et les comptes ne sont pas terminés, mais on sera probablement en dessous de 10%. C'est quelque chose, voilà, un petit phénomène d'érosion comme ça qui a démarré il y a 4-5 ans. Chaque année, ça baisse un peu et on va crever ce plancher-là. On va passer sous 10% de volume de crédit négocié dans nos volumes totaux qui seront destinés à financer de l'investissement locatif. Ça va pas très fort, mais je pense qu'on n'est pas les premiers à vous le dire. Oui, non, bien sûr, mais c'est toujours important de le rappeler et de vous dire que vous-même, vous le constatez dans le crédit. Finalement, c'est quoi? C'est ce que disait Ludovic sur cette petite musique là, tout notre débat budgétaire sur la fiscalité, etc. Est-ce que vous commencez à avoir, que ce soit les potentiels investisseurs ou même ceux qui achètent pour eux-mêmes, est-ce que vous commencez à entendre cette musique aussi de la part des emprunteurs qui disent je suis pas sûr que ce soit une bonne idée finalement, je comprends pas trop à quelle sauce fiscale je vais être mangé, etc. Est-ce que vous l'entendez ça ou pas du tout? C'est vraiment sur l'investissement locatif. Sinon on l'entend pas. On voit que finalement les Français, maintenant, ne font plus vraiment attention au débat. Ils ont leurs projets, ils les mènent et ils savent que... Voilà, vaille que vaille. Vaille que vaille, exactement. Et il vaut mieux que ça se passe comme ça, puisque sinon, si à chaque soubresaut politique, économique, forcément... On sauterait tout le temps. Voilà, il y aurait de l'attentisme. Et là, c'est pas le cas, c'est vraiment sur l'investissement locatif où, effectivement, cette petite musique, cette insécurité juridique, ces couches de réglementation, ces contraintes administratives font que toute cette lourdeur ne donne pas envie d'y aller, tout simplement. Ouais, mais c'est ça qui est dingue, c'est que en fait le relais crédit, il est trouvable même avec les normes HCSF, etc. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus personne qui veut y aller, quoi. Exactement. Et vous en avez beaucoup des investisseurs qui vendent. Après, j'arrêterai là. Je sais, je suis tenue par le temps, mais je voulais quand même vous poser cette question-là. Est-ce que à l'inverse, vous avez beaucoup d'investisseurs qui vendent et qui lâchent l'investissement justement? C'est pas moi, en tout cas, c'est pas un phénomène ou c'est pas devenu un principe. Il y en a, mais il y en a pas plus qu'avant. En tout cas, dans mes livres, j'en vois pas plus qu'avant. Pour le coup, il y a surtout des investisseurs potentiels qui sont découragés par effectivement cette espèce de faisceau d'indices qui vous donne pas très envie entre les diagnostics de performance énergétique, les travaux sur lesquels il faut s'engager avant de démarrer, la vacance, la carence, l'alourdissement de la fiscalité immobilière dont on ne parle pas si souvent, mais pour le coup, il y a quand même pas mal d'articles ces derniers jours sur la hausse de la taxe foncière. Voilà. Non, mais je veux dire, avant c'était un marché sous perfusion, il y avait beaucoup d'aides, et maintenant alors il n'y a plus de perfusion du tout, il n'y a plus d'aides. C'est-à-dire qu'il a toujours été, c'est-à-dire qu'il a toujours été très taxé, mais comme il y a eu de la perfusion, finalement, on le voyait moins. Là aujourd'hui, on peut plus se cacher, quoi. C'est à peu près ça l'idée. Bon, donc on salue quand même le retour des primo-accédants pour terminer sur une note joyeuse, parce qu'il y a le jingle de l'émission qui est parti dans mon oreillette, donc ça veut dire Marie. Il y a un très beau bilan 2025. Merci à tous les deux, Sophie.